Merci, Viviane. Je suis vraiment content d'être ici. Merci, Michel. Merci, Serge, pour l'invitation. Donc, le ventricule droit, c'est vraiment une belle aventure. Puis, on va essayer de faire un survol sur le ventricule droit. Ce qui est intéressant du ventricule droit, c'est que des fois, c'est oublié, mais surtout oublié parce que c'est au carrefour de beaucoup de disciplines. À un moment donné, ça intéresse le cardiologue dans l'insuffisance cardiaque, ça intéresse le pneumologue, surtout à cause d'hypertension pulmonaire. Ça intéresse beaucoup également le monde en immunologie, pour plusieurs raisons, puis on va en reparler, mais beaucoup les collagénoses qui a été la maladie pulmonaire. Donc, c'est au carrefour de beaucoup de disciplines, ce qui rajoute beaucoup d'intérêt, mais des fois qui fait qu'il est un peu oublié également. Donc, je n'ai pas de conflit à présenter. Donc, le plan va être simple, la présentation, ça va être une présentation. On va faire au début un petit survol historique pour voir pourquoi le ventricule droit a été oublié au début, puis qu'est-ce qui a ramené un peu l'engouement puis l'intérêt sur le ventricule droit. Après ça, on va présenter un peu l'anatomie puis la physiologie de la fonction ventriculaire droite, puis en parlant un peu des nouvelles thérapies ciblées. Puis au Canada, on est vraiment chanceux parce qu'il y a vraiment des chefs de file en physiologie ventriculaire droite, notamment Evangelos Mikalakis en Alberta, qui est vraiment extraordinaire, puis Duncan Stewart, qui pousse vraiment le domaine d'avant. Puis on va finir un peu en parlant un peu du syndrome de l'insuffisance cardiaque droite, un peu le diagnostic, la définition, puis le survol des différentes stratégies thérapeutiques. Donc, on va commencer. Donc, la belle photo de William Harvey. Donc, William Harvey, ça a été un des premiers à décrire de façon plus systématique la fonction ventriculaire droite. Avant William Harvey, la fonction ventriculaire droite, le monde pensait que le ventricule droit, une de ses raisons d'être ou son but dans la vie, c'était vraiment de nourrir le poumon. Puis c'est un des premiers qui a dit, mais la fonction du ventricule droit, dans son traité de Motus Cordis, il a dit la fonction du ventricule droit, c'est pas de nourrir le poumon, mais c'est de faciliter la circulation et de participer à la circulation à ce moment-là. De façon intéressante, si on regarde les écrits historiques avant, la circulation avait été décrite même 200 à 300 ans avant par plusieurs autres chercheurs, mais jamais publié dans un traité. On parle toujours de la circulation avec William Harvey. Donc, la première phase qui est intéressante dans le ventricule droit, vraiment, on pourrait parler de la phase du ventricule droit oublié ou superflu. Puis ça a été... Il y a plusieurs raisons que le monde a pensé que le ventricule droit était superflu. Puis le monde disait que c'était un conduit passif, le ventricule droit, puis ça n'a pas de fonction. Mais il y a deux choses qui ont contribué à ça. Il y a une des choses qui a contribué à ça, je m'excuse, je vais juste déplacer le micro. Une des choses qui a contribué à ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expériences animales dans les années 1940 à 1960. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un cathéter, c'est des modèles animaux, souvent malheureusement c'était des chiens, mais ils ont mis des cathéters dans le ventricule droit, puis ils ont cautérisé complètement le ventricule droit. Puis là, ils ont observé, c'est environ 8 animaux, puis ils ont regardé la pression artérielle puis l'instabilité de ces animaux-là, puis ils ont remarqué que les animaux étaient très stables. La pression artérielle ne bougeait pas beaucoup. La pression droite augmentait un peu légèrement. Puis ils se sont dit, mais le ventricule droit a l'air d'un conduit passif qui n'est pas important. Puis même s'il ne se contracte pas beaucoup, les animaux vont très bien puis ils ne sont pas instables. Je crois que l'idée intéressante dans ces études-là, c'est quand ils cautérisaient le ventricule droit n'était pas dilaté. Le ventricule droit restait vraiment petit. Ça peut être un élément très important qui revient plus tard. La deuxième partie que le monde disait que le ventricule droit est peut-être un peu superflu ou pas important, c'est un peu les patients avec maladies congénitales complexes, par exemple les atrésies tricuspidiennes, donc ils n'ont pas de valve tricuspidienne. Puis le monde pouvait faire du bypass où il contournait le ventricule droit complètement avec la chirurgie de fond de temps. Puis quand il contournait le ventricule droit, en l'absence d'hypertension pulmonaire, les patients pouvaient survivre très bien, même si la capacité d'exercice est diminuée. Donc, ils disaient, mais on cautérise le ventricule droit complètement, puis les animaux sont stables, puis en même temps, on peut contourner le ventricule droit chez les patients qui n'ont pas de valve tricuspidienne, puis les patients quand même réussissent à survivre, même s'ils n'ont pas une capacité d'exercice normale. Donc, le ventricule droit ne doit pas être très important. Ça a ouvert un peu la voie au paradoxe du ventricule droit, un peu, dans le sens que si on a un ventricule, on peut contourner le ventricule droit, mais quand on a un ventricule droit malade, des fois, on n'est pas aussi stable. Après ça, il y a eu une phase qui était intéressante. C'est la phase où le monde, ils sont partis du ventricule droit superflu. Puis on dit, mais le ventricule droit a l'air important quand même. Puis un de ceux qui a été vraiment intéressant, c'est Goldstein, quand il était à Boston, puis au Massachusetts General. Il a fait une expérience animale. Il dit, mais dans les études de cautérisation que le monde a présentées, un des éléments, c'est que le ventricule droit n'était pas dilaté en soi. Donc lui, il a utilisé un différent modèle, puis il a utilisé le modèle de l'infarctus. Il a fait une ligature sur la coronaire droite. Puis il a regardé chez les animaux également qu'est-ce qui pouvait se passer. Puis quand il a fait une ligature de l'artère coronaire droite,
puis le péricarde était ouvert à ce moment-là, puis le ventricule s'était dilaté beaucoup, il a remarqué qu'il y avait une instabilité hémodynamique très importante. Puis celui qui a contribué à ces études importantes en infarctus, attends, je vais revenir en arrière. Un des personnes intéressantes, c'est John Tyberg, c'est un physiologiste vraiment passionné qui est à Calgary, puis il a passé 45 ans à faire de la physiologie ventriculaire droite, d'interaction cardio-pulmonaire. C'est un homme vraiment complètement passionné, puis un maître dans la physiologie. Donc ça a été intéressant. Puis ce qu'ils ont montré ici, c'est qu'ils ont montré l'importance de l'ouverture du péricarde ou non dans leur étude. Donc, il a démontré que si le péricarde, en réalité, ce qu'ils ont démontré, ils ont démontré deux choses. Ils ont démontré qu'en aigu, quand le ventricule droit se dilate, les animaux étaient instables. La deuxième chose qu'ils ont montré de façon intéressante, c'est que s'ils ouvrent le péricarde pour laisser le ventricule droit se dilater, les animaux allaient beaucoup mieux. C'est ce qu'ils ont réussi à montrer dans la deuxième partie. Ici, dans la diapo, ça montre qu'en ouvrant le péricarde, les animaux allaient beaucoup mieux. Ça a ouvert un autre concept super intéressant en maladie cardiaque droite, c'est le concept de l'interaction ventriculaire. Puis ce concept-là, par exemple, si le péricarde est ouvert, même si le ventricule droit se dilate, il y a plus d'espace pour se dilater, puis ça a le moins de conséquences sur la fonction cardiaque globale. Mais quand on ferme le péricarde, les personnes peuvent être plus instables. Puis ce concept-là qu'ils ont démontré est très important au niveau thérapeutique. Parce qu'on a toujours l'idée, quand on dit quand les patients arrivent en insuffisance cardiaque droite ou en infarctus, il faut donner beaucoup de volume, puis on donne 1 litre, 2 litres. Mais en réalité, il n'y a rien de plus faux dans la littérature, puis ça n'a jamais été démontré et prouvé. En réalité, la plupart des études expérimentales sur ce concept-là, ils ont démontré qu'il ne faut pas faire ça. Puis je ne sais pas pourquoi on a toujours cette connaissance véhiculée. Parce qu'on revient sur les études, ça n'a pas démontré. Ils ont démontré qu'en donnant un peu de volume, si la personne ne répond pas bien ou ne s'améliore pas, il faut arrêter. Il ne faut pas donner au monde 1 litre ou 2 litres à cause de l'interdépendance ventriculaire qu'ils ont démontré un peu dans cette étude-là. Donc ça, c'est intéressant, c'est véhiculé d'année en année, mais c'est toujours, toutes les études prouvent le contraire. Puis après ça, au niveau clinique, une fois que Gossin a fait son étude au niveau clinique, il y a eu beaucoup d'études sur l'infarctus droit, puis ça a démontré que l'infarctus droit, dans l'infarctus, avait beaucoup d'importance au niveau de la mortalité, autant au niveau de la mortalité que la présence d'arythmie, également au niveau de la présence d'insuffisance cardiaque qui a été présentée. Par la suite, il y a eu une autre phase intéressante. Donc, la première chose qu'ils ont démontré, c'est qu'en infarctus, avoir l'insuffisance cardiaque droite ou un infarctus droit, c'était très important. Après ça, dans les années 80, on dit toujours que l'insuffisance droite, c'est un domaine nouveau, mais en réalité, dans les années 70-80, ça a été beaucoup étudié également, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de belles études physiologiques. Puis maintenant, il y a un engouement qui est revenu sur la fonction droite. Mais dans les études en insuffisance cardiaque, il y a eu beaucoup d'études qui ont évalué l'importance de la dysfonction droite. Parce que quand on regarde la dysfonction droite, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment parce que le ventricule droit et le ventricule gauche, même si on peut le regarder à l'échographie de façon différente, je veux dire, le cœur fait partie d'un même cœur. Puis donc, ce n'est pas toujours différent. Donc, des fois, l'insuffisance droite, quand on regarde à l'échographie ou la dysfonction droite ou en médecine nucléaire, ça peut tout simplement refléter un bas débit cardiaque, sans être indépendant. Ou dans certaines maladies, ça peut vraiment refléter un processus complètement indépendant au niveau de la fonction droite. Donc, il y a eu beaucoup d'études, en réalité, beaucoup d'études en insuffisance cardiaque gauche qui ont démontré l'importance de la fonction droite. Dans ces études-là, le monde a étudié soit des maladies coronariennes ou des cardiopathies dilatées, puis la fraction d'éjection était souvent très basse dans les études évaluées en bas de 35 puis évaluées par médecine nucléaire pour la fonction droite. Puis la plupart des études étaient d'accord pour dire que la fonction droite était très importante. Pollack était le premier dans une petite étude qui a montré qu'il y avait une différence de survie entre les deux. Di Salvo a démontré l'importance quand il combinait au VO2 ou VO2 relatif. Il a démontré l'importance de la fonction droite évaluée par médecine nucléaire. Par la suite, il y a une autre personne de Groot qui a fait une étude intéressante également. Il l'a fait avec le VO2 maximum. Guillot a également contribué. Lui, ce qui est intéressant dans Guillot, puis on va revenir dans la prochaine diapositive, c'est qu'il a montré, le monde a démontré que l'hypertension pulmonaire, c'est important en défaillance gauche, puis le monde a démontré que l'insuffisance droite est importante. Comment on peut regarder les deux ensemble, puis différencier qu'est-ce qui est vraiment important, puis un peu combiner la défaillance diastolique. Après ça, Son a également montré l'importance de la dilatation ventriculaire droite. Puis Melusine, ce qu'il a fait en 2005, ce qu'il a démontré en réalité, c'est l'importance des nouveaux indices échographiques, des index de performance myocardique. Puis il a démontré également qu'il y avait une importance prognostique dans un suivi de 2 ans. Si on revient un peu sur l'étude de Guillot, puis ça, c'est un thème qui va toujours revenir en hypertension pulmonaire,
c'est le monde vont dire, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'hypertension pulmonaire? Est-ce que c'est l'adaptation ventriculaire droite? Ou c'est les deux? Puis Guillaume, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé dans son étude de 300 patients, il a divisé les personnes en différents groupes. C'était les groupes 1, 2, 3, 4. Puis les différents groupes, c'était par rapport à l'hypertension pulmonaire et la dysfonction droite. Donc, le groupe 1 n'avait pas d'hypertension pulmonaire, puis il avait une fonction droite préservée. Les deux groupes intermédiaires avaient soit une hypertension pulmonaire ou une dysfonction droite, mais pas les deux. Puis le dernier groupe, le groupe 4, avait en réalité les deux, avait l'hypertension pulmonaire et une dysfonction droite. Puis ce qu'il a démontré de façon élégante en réalité, c'est que quand les deux avaient une combinaison des deux, c'est à ce moment-là qu'il y avait une survie qui était diminuée. De façon intéressante, André Deneau, à l'Institut de cardio, est en train de démontrer la même chose en chirurgie cardiaque. L'hypertension pulmonaire est toujours vue en chirurgie cardiaque comme un indice pour la stratification. Puis là, il y a une série d'environ 3000 patients où il démontre que c'est vraiment quand il y a une dysfonction droite en hypertension pulmonaire en chirurgie cardiaque qu'il y a vraiment un impact prognostique important. Si on saute maintenant à l'autre sujet, parce que pour l'instant, on regardait l'insuffisance cardiaque gauche, puis ça combine souvent les deux ventricules d'insuffisance cardiaque gauche, surtout dans celui qu'on voit. Il y a des maladies qui touchent principalement le ventricule droit, surtout l'hypertension pulmonaire artérielle. L'hypertension pulmonaire artérielle, c'est une maladie qui est quand même assez rare. Au niveau, quand il n'y a aucune cause associée, ça peut toucher 2 personnes par million de population. Puis au Québec, c'est surtout au Jewish, Dr. Lang-Labin qui suit beaucoup de ces patients-là. Et à Québec, c'est l'hôpital Laval qui suit beaucoup les patients avec hypertension pulmonaire idiopathique. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont de l'hypertension pulmonaire. En maladie congénitale, les personnes qui ont des CIV ou des trous dans le ventricule au niveau du septum interventriculaire peuvent avoir de l'hypertension pulmonaire. Les personnes qui ont des collagénoses, donc les patients qui ont de la sclérodermie, c'est quand même un pourcentage d'environ 5 à 10 dépendant des séries, qui vont avoir de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est un groupe qui est également à risque. Avec les maladies immunologiques également, des patients qui ont du lupus peuvent avoir beaucoup d'hypertension pulmonaire. Donc le NIH, dans les années 80, ils ont fait une série observationnelle des patients en hypertension pulmonaire. Ils ont suivi 200 patients. Ça a pris une série pendant 10 à 15 ans. Puis ce qu'ils ont démontré, en réalité, ils ont démontré plusieurs choses. Un, l'hypertension pulmonaire primaire est associée à une survie qui était équivalente à une survie de cancer. Donc, initialement, sans traitement, la survie à 5 ans, comme vous pouvez voir ici, était seulement d'environ 40 de la survie à 5 ans. Donc, ça, c'est leur première conclusion. C'est quelque chose qui a amené beaucoup d'importance sur l'hypertension pulmonaire et la formation de beaucoup d'associations. La deuxième chose qui était importante qu'ils ont démontré, c'est qu'en hypertension pulmonaire, ce n'est pas le degré d'hypertension pulmonaire qui est nécessairement important, mais de la façon que le ventricule droit s'adapte. Un peu comme Guillaume a démontré, lui, il l'a démontré un peu plus tard, mais comme Guillaume avait montré en insuffisance cardiaque gauche, de façon que le ventricule droit s'adapte à l'hypertension pulmonaire ou la concordance des deux. Mais en hypertension pulmonaire, ils ont démontré la même chose. Et souvent, ce qu'ils ont démontré, c'est quand les pressions pulmonaires étaient très élevées, souvent en haut de 20, ou quand l'index cardiaque était diminué, c'est à ce moment-là que la survie en hypertension pulmonaire primaire était très basse. Puis les autres études ont continué à démontrer le même thème. Nagaya, dans une étude de Circulation sur 50 patients, il a démontré le même thème qu'avec des biomarqueurs comme le NT-BNP en hypertension pulmonaire et en défaillance droite, ça prédisait très bien la survie chez ces patients-là. Donc ça, c'était une des études avec biomarqueurs en défaillance droite. L'insuffisance droite, encore là, on dit que c'est un carrefour de plusieurs disciplines, mais c'est également un carrefour important en chirurgie cardiaque. Puis les chirurgiens ont dit, mais pourquoi les cardiologues s'intéressent maintenant à l'insuffisance cardiaque? On a toujours dit que c'était important depuis les 50 dernières années. Puis en chirurgie cardiaque, par exemple, en post-chirurgie cardiaque, on trouve une insuffisance cardiaque droite réfractaire, par exemple, aux soins intensifs de chirurgie d'environ 0,04 à 0,1 dans la littérature. En greffe cardiaque, on le retrouve parce que le nouveau cœur n'est pas habitué à l'hypertension pulmonaire. On peut le retrouver dans environ 2 à 3 des cas où des personnes peuvent avoir de l'insuffisance cardiaque droite réfractaire. Puis on a parlé des pompes mécaniques, mais on peut retrouver chez les pompes mécaniques de 20 à 30 des patients qui ont une insuffisance cardiaque droite réfractaire chez les personnes qui ont un cœur mécanique. Ça peut un peu changer dans les nouveaux cœurs qui sont continués et non pulsatiles, mais ça reste à prouver. Il n'y a pas eu beaucoup de comparaisons un peu dans les incidences d'insuffisance cardiaque droite.